Whisper. Whisper. Hello, c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui murmure à l'oreille de la génération Z. Whisper vous emmène à la découverte du monde du travail. On y parle de la réalité du terrain, de RSE ou encore d'innovation secteur. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout. Ces systèmes révolutionnent nos quotidiens, nos manières de communiquer et de collaborer. On en parlait dans le dernier épisode. Pour que l'IA soit utile, il faut qu'elle soit éthique, qu'on puisse lui faire confiance, qu'elle soit représentative du monde dans lequel on vit et de sa diversité. Et ça commence avec les personnes qui font l'IA. Dans un article du Monde de janvier 2020, la spécialiste des nouvelles technologies Noza Boujema affirmait que, je cite, « L'implication accrue des femmes permettra le développement d'une IA plus humaine ». Où en est-on aujourd'hui ? En 2019, on estimait à 12% la part de femmes dans les métiers de l'intelligence artificielle. Pour ce nouvel épisode de Whisper, on donne la parole à ces femmes qui font avancer l'IA. Quelle vision des technologies véhiculent-elles ? À quoi ressemble leur quotidien ? Pour répondre à ces questions, j'ai rendez-vous avec 3 talents de chez Dataiku, éditeur d'une plateforme unifiée de data science et de machine learning qui facilite le traitement des données pour les entreprises. Et mon enquête commence avec Marine, développeuse depuis quelques mois chez Dataiku Paris. Bonjour Marine. Bonjour Alice. Alors Marine, tu viens tout juste de terminer ton stage de fin d'études. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton parcours universitaire et ce qui t'a amené jusqu'à aujourd'hui prendre ton premier poste chez Dataiku? Donc j'ai un parcours atypique puisque j'ai commencé par faire une école de commerce, donc après une prépa commerciale. Et pendant mes études en école de commerce, j'ai fait un parcours spécialisé en analyse de données et donc comment l'analyse de données peut aider à la stratégie d'entreprise. Et ça m'a beaucoup intéressée. Et donc, j'ai décidé de faire un double diplôme avec une école d'ingénieur. L'école de commerce, c'était l'ESSEC et j'ai fait un double diplôme avec Centrale Supélec pour approfondir l'aspect technique et m'intéresser plus au côté informatique, algorithmique de l'analyse de données et de la data science en général. Et donc, j'ai fait un master spécialisé en informatique et en intelligence artificielle à Centrale Supélec. Et pendant mon parcours, j'ai fait différents stages. Donc, plutôt côté ESSEC, j'ai fait un stage en gestion de projet à la SNCF. J'ai fait un stage en data science chez Artefact, donc un cabinet de conseil aux Pays-Bas. Et finalement, pour mon stage de cette fin d'études, j'ai rejoint Dataiku en data science dans le bureau de Londres. Et le stage m'a beaucoup plu. Et ensuite, j'ai décidé de rejoindre Dataiku, mais en R&D pour un poste de software engineer pour les bureaux de Paris. Alors, quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à la data, à l'intelligence artificielle, sachant que justement, tu étais dans une école de commerce à l'origine et que tu aurais pu partir vers un chemin complètement différent? Je pense qu'au début, c'était plutôt par le bouche à oreille. J'avais entendu des gens qui s'intéressaient à ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai été sensibilisée au début. Et c'est vrai qu'en école de commerce, on en parlait quand même beaucoup. Il y avait des programmes spécialisés dans la data science ou plutôt l'intelligence artificielle. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce domaine ? C'est vrai qu'au début, je pense que je m'étais intéressée dans le cadre de mes études de management pour l'aspect comment la data science ou l'intelligence artificielle peut influencer la stratégie de l'entreprise. Donc, peut aider à prendre des décisions, à rationaliser certaines décisions. J'ai décidé de continuer donc, sur un aspect plus technique. C'est vrai que mon parcours, c'était d'abord commercial, puis de plus en plus dans la technique, parce que c'est un secteur qui est très actif en ce moment. Il y a beaucoup d'opportunités et il y a beaucoup de choses à apprendre. Et aussi, c'est ce que j'aime bien dans ce domaine, c'est qu'on peut toujours apprendre de nouvelles choses et toujours évoluer. En tout cas, en ce moment, c'est vrai que c'est un domaine qui est porteur et qui me plaît beaucoup. En 2018, le plan Villani misait sur 40% de femmes dans les filières technologiques pour 2020. Est-ce que c'est loin de ce que tu as connu, toi, pendant tes études, dans des filières qui comprenaient un enseignement de data ? C'est vrai que la situation progresse, mais quand j'ai fait mon master donc en école d'ingénieur, il y avait 20% de filles dans la filière informatique. C'est vrai que pour l'instant, on n'est pas encore à 40% ni à 50% dans ces filières. Mais je pense que
à moyen court terme, ce qui peut aider à diversifier le recrutement de software engineers, donc ingénieurs en logiciel, ce serait peut-être miser sur des personnes qui se sont reconverties, donc qui n'avaient pas forcément un profil traditionnel, école d'ingé, mais qui ont voulu se reconvertir. Et donc, peut-être que ça concerne plus de femmes, je pense. Et par exemple, à Dataiku, on recrute des profils plus diversifiés. Par exemple, il y a certains collègues qui ont fait l'école 42. Donc déjà, je pense que c'est des parcours moins traditionnels qui attirent plus de gens diversifiés. Il y a de plus en plus de programmes qui aident les femmes à travailler dans les tech. J'avais fait un programme qui s'appelait Women Coding for Success, proposé par la Chambre américaine de commerce à Paris, qui donnait des cours de code, d'informatique et aussi qui nous permettait de rencontrer des gens du secteur. C'est aussi des initiatives qui favorisent la féminisation du poste d'ingénieur logiciel ou software engineer. Et pour revenir un petit peu sur ton parcours, tu as commencé donc chez Dataiku à Londres en tant que data scientist. Qu'est-ce que tu as appris pendant cette expérience ? Déjà, pour expliquer un peu, c'est vrai que le poste de data scientist varie beaucoup d'une entreprise à une autre. Chez Dataiku, le rôle du data scientist, c'est avant tout d'accompagner les clients dans leur utilisation du logiciel. C'est vrai que c'est un logiciel qui est vendu à des grandes entreprises comme General Electric, des banques comme BNP Paribas. Et souvent, ils ont besoin d'être accompagnés dans leur adoption de ce logiciel. Donc, je pense que j'ai appris à gérer l'expérience avec un client, donc la relation avec un client. Et c'est vrai qu'un des avantages, je pense, quand on est en customer facing, donc en contact avec le client chez Dataiku, c'est que très rapidement, on peut interagir avec le client, même si on a un profil plus junior. Et donc, pour des gens qui seraient intéressés par une expérience plutôt axée conseil, donc en relation avec les clients, c'était super de faire ce stage en data science. Aussi, la capacité à vulgariser, donc à bien communiquer sur des sujets plutôt techniques à différents publics. Aujourd'hui, tu es développeuse, R&D engineer en CDI chez Dataiku Paris. En quoi consiste ton travail exactement à l'heure actuelle ? Peut-être pour expliquer de façon plus concrète, je peux donner un exemple d'une journée typique de ma vie en tant que développeuse / R&D engineer. Le matin, j'aime bien commencer par du développement, donc de la programmation informatique. Ça peut être de nouvelles fonctionnalités qu'il faut coder ou alors de la résolution de bugs qu'il faut arriver à comprendre d'où vient le problème et ensuite à régler le problème en modifiant le code. Donc, c'est ce que j'aime bien faire le matin. Ensuite, mon équipe organise une séance, un Zoom, un moment plutôt convivial qui s'appelle le Morning Live. Et ça nous permet d'échanger, de parler quand on veut en semaine. C'est surtout très sympa en ce moment parce que comme on est pour la plupart en télétravail, c'est bien de garder contact avec l'équipe et donc de discuter. Et c'est souvent des sujets qui ne sont pas en lien direct avec le travail. Donc, ça permet de garder un lien entre l'équipe. Sinon, le reste du temps, je peux avoir des réunions avec le product manager. C'est celui qui s'occupe de la feuille de route du logiciel. Quelles fonctionnalités faudrait ajouter. Il y a aussi des retours sur comment faire en sorte que la fonctionnalité soit le plus adéquate avec le besoin du client. Parfois aussi, on échange avec des UX, donc des spécialistes plutôt de l'aspect visuel du logiciel, donc sur tout ce qui est interface front-end. Parfois, on a des rendez-vous avec des clients qui peuvent définir leurs besoins et comme ça permet d'avoir aussi une vision plus concrète de comment le logiciel ou la fonctionnalité va être utilisée à la fin. Et donc, oui, c'est à peu près ça. Et pourquoi avoir choisi ce rôle, ce poste particulier pour commencer ta carrière ? J'ai choisi plutôt un poste en R&D parce que j'avais envie de développer mes compétences techniques, plutôt sur la partie software engineering. Donc, on retrouve aussi en data science, mais c'est vrai que dans un poste en R&D, on apprend à coder de façon plus pour des fonctionnalités qui doivent être intégrées au produit. Donc, il faut faire attention à avoir un code robuste et avoir un code de qualité professionnelle. Et donc, c'est vrai que c'était plutôt ces compétences-là que j'avais envie de développer en début de carrière. J'ai maintenant rendez-vous avec Manoulaye. Elle est développeuse depuis plusieurs années. Bonjour Manoulaye. Bonjour Alice.
Tu es toi aussi développeuse, mais dans une autre équipe que Marine que je viens de rencontrer. Est-ce que tu peux me décrire ton poste actuel ? Oui, donc chez Dataiku, l'équipe de développement est répartie à peu près en 8 sous-équipes qui vont travailler chacune sur une thématique donnée. Après, voilà, c'est pas forcément rigide. C'est pas parce qu'on est dans une équipe qu'on va pas pouvoir travailler sur des sujets d'autres équipes. Mais voilà, j'ai un rôle du coup qui est très similaire à celui de Marine, à la différence près qu'elle fait partie de l'équipe incubateur, qui est un peu en fait la R&D de notre R&D, alors que mon équipe va plutôt travailler sur voilà, des demandes clients qui vont être assez spécifiques parfois. Tu travailles sur combien de projets, toi, en général, en même temps ? Généralement, on essaie de travailler sur un projet et à côté, des corrections de bugs. On va être vraiment très autonome sur le projet. On va être vraiment moteur de ce qu'on va développer. Et on va travailler beaucoup en collaboration avec les product managers, les testeurs. Il y a beaucoup d'entraide aussi entre les développeurs. Et donc, en fait, il va y avoir voilà, des interactions avec tous ces rôles-là. Est-ce que tu auras un exemple de projet sur lequel tu travailles en ce moment ou un projet sur lequel tu as travaillé et qui t'a marqué, qui t'a plu ou qui t'a challengé particulièrement ? Oui, alors un exemple de projet sur lequel je travaille actuellement, sur l'amélioration en fait, des notifications dans Data Science Studio. Par exemple, aujourd'hui, on peut avoir plein de notifications relatives à tout type d'événements, que ce soit par exemple des discussions qu'on a en cours ou des actions qui ont été faites sur un projet. Et on peut choisir où est-ce qu'on va recevoir ces notifications, que ce soit par exemple par mail ou une application externe comme Slack. Et donc le but de ce projet, c'est de permettre en fait de centraliser la gestion de toutes ces notifications, afin que, par exemple, un administrateur puisse protéger en fait toutes les émissions de données qui vont aller vers l'extérieur en fait de l'application. Donc ça, c'est un projet en fait qui est assez collaboratif et qui touche vraiment globalement en fait à toute l'application. Alors toi, tu as plusieurs années d'expérience dans le domaine de la tech. Est-ce que tu as vu la place ou la proportion des femmes évoluer au cours de ton expérience ? Alors malheureusement non, j'ai pas vu cette proportion évoluer au cours de mon expérience. Par contre, je dirais que ce que je vois évoluer, c'est en fait la prise de conscience du déséquilibre qu'il peut y avoir dans ce milieu-là entre hommes et femmes. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus attentif autour de ce sujet et on a une volonté d'inclure de plus en plus des femmes dans ce milieu-là. Et je pense que ce qui a pu contribuer à cette prise de conscience, c'est qu'on communique davantage depuis une dizaine d'années à travers des groupes tels que Duchesse ou Girls in Tech sur l'importance de cette parité. Donc c'est des groupes d'échange entre professionnels de la tech ? Oui, c'est des speakers en fait féminins qui vont être des membres en fait d'organisations dans la tech, que ce soit des entreprises ou autres. Ils vont essayer de un peu évangéliser la tech, donc à travers des speeches, mais aussi en intervenant globalement à travers du tutorat ou voilà toutes sortes de projets en fait qui peuvent permettre d'intégrer plus de femmes dans la tech. Et tu dirais, là on parle de ces questions de genre, mais est-ce que de manière plus générale, les questions de diversité sont plus présentes aujourd'hui dans le secteur de l'intelligence artificielle ? Oui, tout à fait. Alors c'est quelque chose qu'on va beaucoup plus en fait entendre parler aux États-Unis, puisque la diversité en France c'est plutôt homme-femme. Et effectivement, aux États-Unis, ça va être aussi voilà, les différents milieux, les différentes ethnies. Et c'est quelque chose en fait qui est très important dans l'IA aujourd'hui, puisque en fait, lorsqu'on va entraîner des modèles de machine learning, il peut y avoir des biais si on ne fait pas attention à tous ces différents groupes ethniques. Et quelles sont les principales compétences qui vont, d'après toi, faire une bonne développeuse ou un bon développeur, un bon professionnel de la data ? La première compétence à avoir, c'est aimer résoudre des problèmes. Dans tous les métiers un peu d'ingénieur, ce qui est intéressant, c'est de trouver et concevoir des solutions
qui vont répondre à une problématique parfois assez complexe. Et donc, il faut essayer de chercher la solution la plus adaptée au problème. Pas forcément reprendre des solutions existantes, type je vais copier-coller du code, mais vraiment se donner les moyens de répondre aux problèmes donnés. Et donc, c'est aussi un apprentissage permanent, j'ai l'impression, dans vos métiers? Oui, exactement. Moi, par exemple, il y avait plein d'aspects quand je suis arrivée dans Dataiku qui étaient nouveaux pour moi. Par exemple, il y a du code de Scala et Spark, où j'avais jamais touché à ça avant. En fait, au contraire, c'est l'occasion d'apprendre, de se mettre à niveau. Et en fait, bout à bout, en faisant les choses petit à petit, par exemple, par des petits bugs fixes au départ. Ensuite, on arrive à livrer des choses qui sont beaucoup plus grosses. Et donc, effectivement, dans ce métier où les technologies évoluent vite, c'est vraiment un apprentissage constant. Et est-ce qu'il y a des femmes qui t'inspirent dans le domaine de l'intelligence artificielle? Oui, dans le domaine de l'informatique en général. Je dirais qu'il y a beaucoup de femmes inspirantes. Je pense aux pionnières comme Ada Lovelace, qui a créé le premier programme informatique au monde. Et donc, oui, c'est vrai qu'on oublie que c'est une femme, qui est à l'origine de la programmation. Ouais, c'est ça, c'est quand même important. Et puis dans les mêmes veines, on a aussi Grace Hopper, par exemple, qui a créé le premier compilateur. Et plus proche de nous, actuellement, il y a beaucoup de femmes aussi qui essaient de parler de la tech à des publics élargis. Je pense à Reshma Saujani, qui est fondatrice de Girls Who Code, qui fait beaucoup de livres et de speak autour de ça. Et d'après toi, quels sont les progrès qu'il resterait à faire pour que les métiers de l'IA soient plus paritaires? Alors, je pense qu'on doit lutter activement contre les biais qu'on peut avoir, notamment dans le recrutement ou la promotion de profils féminins. Parce qu'en fait, on a tous des biais inconscients et on a tendance à s'entourer des gens qui nous ressemblent. C'est une tendance naturelle pour nous rassurer. Et avoir conscience de ça, c'est ce qui fera changer les choses, je pense. C'est ce qui permettra de travailler dessus. Et par exemple, nos managers, ils vont prochainement tous être formés à ce sujet. Ça devrait permettre de prendre conscience de tout ça. La prise de conscience semble s'opérer pour que les femmes investissent les métiers de l'IA. Des métiers plus vastes qu'on ne l'imagine. Chez Dataiku, ma prochaine interlocutrice, Héloïse, est en charge de l'architecture du logiciel. Bonjour Héloïse. Bonjour. Alors Héloïse, tu exerces un métier un peu moins connu du grand public que Manolai et Marine. Tu es data architecte, ça consiste en quoi? Pour la data, c'est toute une infrastructure qui est spécifique, qui doit être mise en place chez nos clients. Donc quand je dis infrastructure, c'est globalement les serveurs. C'est-à-dire les serveurs ou beaucoup le cloud, c'est un peu le mot à la mode en ce moment, c'est-à-dire Amazon, Google ou Azure. C'est les machines qui vont accueillir Dataiku, donc notre logiciel. Et donc moi, j'aide les clients à installer Dataiku sur ces machines et souvent ils ont besoin de conseils pour quelle taille doit faire ma machine, comment je la configure au niveau réseau, et donc je les accompagne dans cette démarche. Et après, s'ils ont des questions d'ordre technique, si par exemple ils vont lancer des scripts et ils trouvent que ça met trop de temps à s'exécuter, on va regarder ensemble si la configuration elle est bonne, s'il y a pas d'erreur à ce niveau-là. Donc j'accompagne nos clients dans des cycles de pré-vente pour leur présenter l'architecture de notre logiciel et comment ça va s'installer chez eux, en vente, c'est-à-dire au début avec l'installation, mais aussi après l'installation pour du debugging ou des conseils techniques. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à ce poste aujourd'hui chez Dataiku? Alors moi, j'ai commencé l'informatique en école d'ingénieur. Pour être honnête, je savais pas trop ce que je voulais faire et j'adorais les mathématiques. Et j'étais dans une école généraliste, l'UTC, qui était généraliste. Et donc, je me suis orientée vers l'informatique par les maths. Et en fait, on doit faire un stage, notre premier stage au bout de la 4e année. Et donc, un peu par hasard, moi, ce que je voulais, c'était le faire dans un milieu anglophone. Et je me suis retrouvée dans une start-up aux États-Unis qui faisait de la big data. Donc, c'était quelque chose de très novateur. Donc, c'était il y a 7 ans maintenant. Donc, j'étais dans une toute petite entreprise.
On utilisait Hadoop qui, à l'époque, je ne savais même pas ce que c'était avant d'arriver pendant le stage. C'était quelque chose de très nouveau. Donc, j'ai beaucoup aimé. Et en revenant, je me suis spécialisée dans la donnée. Et j'ai commencé par des postes de data engineer chez Deezer et chez Drivey à Paris. Et en fait, ce qui me frustrait un peu, c'est que j'avais pas beaucoup d'interaction avec les autres équipes et en fait une fois qu'on maîtrise une infrastructure, c'est pas ennuyant, mais c'est que on sait comment ça marche et moi je voulais pouvoir élargir mon spectre de connaissances et c'est pour ça que je m'étais orientée vers Dataiku où ce qui me plaisait c'était la relation client. Au sein de Dataiku, j'interagis avec plein d'équipes différentes et pouvoir travailler sur tout un tas d'infrastructures, ce qui est génial et ce qui est en même temps des fois compliqué parce qu'il faut connaître plein de choses. Tu as travaillé dans plein de structures différentes. En tant que femme, quelles expériences t'ont marqué du point de vue social ? Par exemple, au sein des équipes qui sont, on le sait, majoritairement masculines. En interne, dans toutes les structures dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai jamais vu trop la différence entre être une femme et un homme. Ce qui m'a plus marquée, c'était, j'ai l'impression, enfin, c'est du point de vue de la perception, donc peut-être que c'est faussé, mais je l'ai ressenti, c'est que j'avais l'impression que je devais plus faire mes preuves. Ah oui, quand même. Et que en plus, je fais un peu jeune, et donc j'avais l'impression que parfois, avec les interactions avec les clients, les 30 premières minutes, je me faisais un peu tester. Après, je sais pas, je suis pas un homme, donc ça se trouve, mes collègues masculins me diront qu'ils ressentent la même chose. Mais en tout cas, je l'ai perçu des fois un peu comme ça. Et quels sont les principaux enjeux ou les éventuelles difficultés que tu rencontres dans ton travail actuel ? Comme je l'ai expliqué, en fait, chez Dataiku, on est en contact avec beaucoup d'entreprises, de différents clients, et ils ont tous une infrastructure différente. Parce que, en fait, quand on met sur la fiche de poste, j'installe Dataiku, ça semble quelque chose d'assez simple. Finalement, on pense qu'on va cliquer sur un bouton et suivant, et l'installation. Et en fait, c'est quelque chose de très complexe. Chaque infrastructure est différente. Et on attend de nous, nos clients en tout cas, attendent qu'on soit des experts sur tous les sujets. Ce qui est très compliqué, mais en même temps qui est très appréciable parce que j'ai l'impression que là, ça va faire 1 an et demi que je suis chez Dataiku. J'ai 1 an et demi chez Dataiku, ça équivaut à 3-4 ans dans une entreprise classique. Enfin, c'est en termes de progression, oui. Je me rappelle quand je suis arrivée, il y avait plein de sujets où en fait je comprenais pas de quoi on parlait. Et toi, c'est quel aspect de ton travail que tu apprécies le plus ? Il y a le fait que j'ai l'impression de grandir techniquement énormément. C'est-à-dire que j'avais un peu le syndrome de l'imposteur quand je suis arrivée. Et là, maintenant, je sais qu'il y a toujours plein de choses que je connais pas, mais je commence à avoir des bases que j'estime solides. Et j'aime beaucoup, c'est ce que j'aimais pas trop dans mon ancien travail de data engineer. Je trouvais que je codais souvent toute seule devant mon ordinateur et moi, il me faut des interactions pour être heureuse. Et je crois que c'est quelque chose qui me va plutôt bien. D'être toujours en interaction, d'essayer de comprendre les enjeux chez les clients, qu'est-ce qu'ils veulent faire, pourquoi ils veulent faire, est-ce que ça vaut le coup et comment on va faire en sorte que ça marche. Quelles sont les compétences qu'il faut absolument acquérir d'après toi pour être une bonne data architecte ? Je pense que c'est quelque chose que moi, j'aimais pas du tout avant d'arriver chez Dataiku, mais qui est absolument nécessaire, c'est des bases en réseau. Donc ça fait peur. Mais comprendre comment des machines communiquent entre elles, c'est essentiel. Et après, tout le reste, je trouve que une base aussi de Linux, comprendre comment ça fonctionne la base, mais je dirais ça, ouais. Une base Linux et un peu de réseau. Donc, c'est une partie de l'IA qui fait souvent peur aux gens ? Je sais que l'infrastructure, c'est pas la partie de l'IA qu'on veut forcément faire. Parce que c'est pas là où on va montrer des modèles, c'est pas là où on va avoir des résultats qu'on peut montrer. En fait, c'est ça le problème avec l'infrastructure, c'est que quand ça marche, personne ne dit rien, mais dès que ça marche pas, tout le monde nous regarde et nous dit ça marche pas. Donc c'est pas la partie, c'est un peu les mots à la mode, mais c'est pas la partie la plus sexy. Mais en fait, c'est une partie qui est très très intéressante. Enfin, moi, je trouve ça passionnant d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, pourquoi, quelle est l'infrastructure qui est mise en place. Moi, je trouve ça vraiment passionnant. Comment est-ce que tu aimerais voir ta carrière évoluer dans les prochaines années, soit en termes de connaissances à acquérir, soit, je sais pas, en termes de collaboration ?
C'est marrant parce que tu m'aurais posé la question il y a 2 ans, j'aurais dit je voudrais avoir une équipe, faire grandir les gens et en fait maintenant que j'ai mis un peu plus les pieds dans le technique, parce que j'ai l'impression que Dataiku ça fait ça, je crois que j'ai vraiment envie de devenir un peu une experte technique. C'est-à-dire qu'il y a des choses où je sais que je comprends à peu près, mais je voudrais pousser plus ces sujets. Et moi, c'est vraiment ça, c'est grandir techniquement encore. Dans 2 ans, je voudrais pouvoir être fière d'être un peu une référence sur certains sujets. Et quel conseil tu donnerais à une femme qui veut se lancer dans le domaine de l'IA aujourd'hui ? Je prends au sens large, mais comment mettre toutes les chances de son côté quand on veut travailler dans ce secteur ? Je pense que c'est juste une histoire de confiance. C'est pas, en fait, il y a pas. Des fois, on a l'impression que c'est un peu un milieu très très masculin, donc ils doivent mieux comprendre que nous, et en fait, pas du tout. C'est juste qu'ils ont moins peur que nous. Donc en fait, c'est juste d'avoir confiance et tout va très bien se passer. Avoir confiance, ne pas douter de sa légitimité et avancer. Aujourd'hui, nombreuses sont les femmes qui font progresser l'intelligence artificielle. Pour réussir dans ce domaine, qu'on soit une femme ou un homme, rien de tel que la curiosité, l'envie d'apprendre et de se réinventer au gré des avancées technologiques. Les métiers sont nombreux et les trajectoires plurielles. La question de la parité s'impose, doucement, dans les métiers de l'informatique, encore majoritairement masculins. L'enjeu est crucial, des modèles d'IA plus performants qui nous ressemblent davantage. Alors à celles qui nous écoutent, si l'IA suscite votre curiosité, un conseil, foncez. Et en chemin, surtout, n'oubliez pas de whisper autour de vous.